Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cet événement de live stream. Alors, on va commencer par un premier petit message pour vous assurer que le setup est bon. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour Ned. Salut Malo. Hello. Salut Damien. Ouais, salut Damien. Parfait. Certains noms bien connus. Heureux de vous retrouver. Je propose de démarrer. On a d'autres personnes qui nous rejoindront au fil de l'eau. Déjà pas mal de présents. Donc, bienvenue à ce live stream. Pour donner un petit peu de contexte, on a organisé 2 jours de hackathon chez PacMind et on a décidé de le faire aussi en collaboration avec nos amis de Darola, donc expert craft en France. Depuis hier, on a pas mal avancé sur le produit. Pour ce qui est d'aujourd'hui, en termes de setup, on a constitué 2 équipes. On va partager en live l'expérience d'une équipe, celle qui est aujourd'hui pilotée par Arthur et Cédric. Et l'équipe mixte est composée de développeurs de PacMind ainsi que de développeurs d'Arola. Et l'objectif pour la journée, pour nous, était de développer une fonctionnalité qui soit utilisable. Alors, utilisable en interne, puisqu'on fait du dogfooding, ou en tout cas d'avoir vraiment du code de production avec une valeur qui soit délivrée pour l'équipe de développement. Donc, un objectif assez ambitieux par rapport à la taille de la fonctionnalité. On va vous mettre un petit peu, on va vous remettre à niveau sur ce qui a été fait ce matin, sur l'objectif de la fonctionnalité, et puis sur ce qu'on va réellement adresser en utilisant du Spec-Driven Development, sur ce qu'on va adresser durant l'heure de live que nous avons ensemble. Encore une fois, bienvenue. Et je propose de démarrer sans tarder. Donc, Arthur va nous présenter en 5 minutes, pour ceux qui ne connaissent pas PacMind, les principaux concepts et artefacts. Comme ça vous donnera un peu de visibilité, de compréhension sur l'application sur laquelle on est en train de développer, à laquelle on est en train d'ajouter une fonctionnalité. Et puis ensuite, Cédric va prendre 5 minutes pour vous mettre up to speed sur ce qui a été fait ce matin, le premier instrument fonctionnel. On a pu faire une démo qui a marché en fin de matinée, et puis on va vous présenter l'objectif de ce deuxième incrément fonctionnel. Donc, on a fait un example mapping et on partira de cet example mapping qui explicite le besoin métier. Et si tout va bien, à la fin de ce live, dans moins de 50 minutes, on aura une fonctionnalité qui marche. Alors après, c'est du live. L'avis du développeur, vous la connaissez avec Léa et ses messies. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Comme je l'ai dit, on ouvre la fenêtre et la porte. C'est aussi une première pour nous. Donc, croisons les doigts. Arthur. Yes. Merci Laurent. Alors, n'hésitez pas, évidemment, si jamais vous avez un problème de son ou des questions, d'ailleurs, à les poser dans le chat directement. Il y a un onglet questions, mais utilisez le chat directement. On va essayer de suivre et de répondre aux questions en live. Hein. Ça peut être aussi interactif si jamais vous avez des questions sur le Spec-Driven Development, sur le contexte engineering, etc. On sera ravis d'y répondre. Donc, comme le disait Laurent, je vais essayer de présenter très rapidement les concepts de PacMind et comment ça fonctionne, parce qu'évidemment, quand on fait une fonctionnalité sur PacMind, c'est bien d'avoir toutes les infos. Première chose, je vous partage dans le chat le lien justement du repo open source de PacMind si jamais vous voulez tester, regarder, etc. et jouer avec. Vous pouvez même contribuer, évidemment, c'est un repo qui est open source. Donc, ça veut dire que vous pouvez contribuer, évidemment. Et je vais partager mon écran. Voilà, normalement, c'est bon. Je vais voir mon écran. Donc, l'idée de PacMind, concrètement, c'est d'aller capturer le playbook un petit peu des équipes de développement, donc de vos équipes, sur c'est quoi vos standards de développement, comment est-ce que vous développez, que ce soit du back-end, front-end, du test, etc. Et on a aussi donc on a ce concept de standard et on a ce concept de recettes qui sont plutôt des workflows, typiquement, comment je migre d'un composant React vers un composant nouvelle génération d'autres choses, etc. Comment je fais une migration de base de données, tout ça. Donc, ces différents artefacts, donc les standards et les recettes, c'est ce qui constitue le cœur
du moteur, on va dire, de Pacmind. Donc, c'est vraiment le contenu pour les équipes de notre engineering playbook qu'on va pouvoir transmettre aux agents IA avec lesquels on travaille pour que eux, ils aient du contexte, justement, qui leur permettent de produire du code de qualité qui correspond à ce qu'on veut dans les équipes. Donc, un standard, par exemple, ça ressemble à ça. Ça a un nom, une description, par exemple, comment est-ce qu'on utilise Datadog chez nous pour faire du logger. Et ça va avoir un ensemble de règles. Donc, une règle, en fait, par exemple, celle-là, c'est d'utiliser Pacman Error Handler, qui est notre nouveau système de gestion d'erreurs, plutôt que This Handle Error qu'on avait avant. Cette règle, elle est liée à un langage et à un exemple de code positif, négatif, etc. Ces standards et ces recettes, ça peut être des choses qui sont assez verbeuses. Et pour essayer d'aider les équipes au maximum, on a mis en place un serveur MCP, donc pour modèle contexte protocole, j'imagine que ça parle quand même à peu près à tout le monde. Ce serveur MCP, il permet, depuis Copilot, depuis Cursor, depuis Claude, depuis Kiro, depuis n'importe quoi, de connecter Pacmind du coup à mon IDE ou mon terminal. Et quand je l'ai connecté, par exemple, je peux dire à Copilot, démarre l'onboarding de Pacmind. Et ce qui va se passer, c'est que Pacmind en fait, va m'aider à travers le MCP, donc c'est une manière de communiquer entre Copilot et Pacmind, de créer justement mes premiers standards, par exemple. Donc là, quand je démarre l'onboarding, il va me dire, je peux te créer des standards à partir de ta code base, à partir de tes 30 derniers commits, à partir de ta documentation, etc. Donc si je lui dis, fais des choses à partir de ma code base, il va me dire, OK, je vois que tu es quelqu'un qui a suivi les formations à Rolla, tu fais de l'architecture hexagonale de manière très clean. Je vois que tu utilises React 19, etc. Et donc, à partir de quoi tu veux que je crée des standards? Donc, là, je peux lui dire ce que je veux, 1, 2, 4, 7. Ce qui est intéressant, c'est que c'est conversationnel. Donc, avec le MCP, j'ai juste à discuter en fait avec Copilot et il va lui-même faire ce travail de créer les standards qui vont bien à partir de mes exemples de code dans ma code base. Et tout ça, ça va arriver dans Pacmind, ça va être stocké dans Pacmind. Et l'idée, c'est qu'on veut les stocker dans un format qui n'est pas un format Markdown, qui n'est pas lié à un repository. En fait, notre registry de standards, c'est Pacmind. Ça doit rester human first, donc ça doit rester des choses facilement éditables par des êtres humains, compréhensibles par des êtres humains. Par contre, quand on va les transmettre aux agents IA, on va faire une étape qu'on appelle le rendering. Ça veut dire que tous ces standards et ces recettes, je vais les packager dans un package front-end, par exemple, pour tous les standards et les recettes front-end. Et je vais pouvoir distribuer ces différents standards et recettes sur un ou plusieurs repos de code. Donc, soit je vais le pusher sur les repos, c'est Pacmind qui va faire cette action de pusher, soit je vais le pooler sur mon repo, et dans ce cas-là, je vais utiliser la CLI de Pacmind pour, depuis mon repo de code, dire Pacmind CLI pool le front-end, et puis du coup, il va me récupérer mon package front-end. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de mon contenu sur mes standards et mes recettes, en fait, j'ai Pacmind qui, tout seul, va transformer ça dans des fichiers Markdown. Enfin, la plupart du temps, c'est du MVC, du Markdown, etc. pour créer des cursor rules, pour créer des GitHub Copilot instructions, du Cloud MD, ça peut être des Cloud Skills, ça peut être des commandes pour d'autres outils, etc. Donc, on va vraiment faire cette traduction pour aider les équipes. Maintenant, là, c'est bien pour tout ce qui est création justement de ces standards pour la première fois. La question qu'on se pose et qui nous est remontée beaucoup par des équipes avec lesquelles on travaille, c'est comment ça se met à jour. Parce qu'on en parlait encore avec une personne la semaine dernière de Microsoft qui nous disait si vous avez peur que votre documentation ne soit pas à jour dans le passé, attendez de voir que vos instructions pour vos agents ne soient pas à jour. Ça va être catastrophique parce que vous allez avoir peut-être des milliers de lignes de code qui vont être générées, qui ne vont pas correspondre à vos standards, à vos règles de sécurité, d'accessibilité, etc. Et donc, ça peut être assez catastrophique. Donc, c'est beaucoup plus critique que la documentation justement qu'on peut avoir sur les différents projets, ces instructions qu'on va avoir pour nos agents. Donc, c'est bien de les avoir créées la première fois, mais maintenant, comment on les met à jour? Donc, ça a été la réflexion qu'on a eue. On s'est dit comment est-ce qu'on peut aider les équipes justement autour de ça. Et on a déjà travaillé un petit peu ce matin, on a pris un peu d'avance sur le hackathon, où on a fait un example mapping et on a utilisé justement l'IA pour créer les premières bases de fonctionnalités de cette partie mise à jour. Donc, je vais laisser Cédric prendre le relais et partager justement ce qu'on a fait depuis ce matin pour vous mettre un petit peu à niveau de là où on en est et de ce qui reste à faire justement comme fonctionnalité. Yes, donc sur cette fonctionnalité d'apprentissage, l'approche sur laquelle on a travaillé ce matin,
elle est assez simple. On s'est mis dans la peau d'un développeur ou d'une développeuse qui travaille avec son agent et qui, à travers le travail qu'il va faire avec lui, va être amené à lui indiquer que la manière d'écrire du code n'est pas toujours très conforme à ce qu'il peut faire, qu'il faut retravailler des choses, qu'il n'a pas été d'accord avec les choix qu'il a fait, etc. Donc c'est assez fréquent, assez naturel, et je pense que chaque semaine, en tant que dev, on a des conversations avec notre agent, on lui donne des instructions pour retravailler du code. Et on se dit, c'est quand même là le point de départ pour capturer ce genre d'informations. Là, on y voit un signal, on y voit quelque chose qui a de la valeur. Et on se dit, voilà, il faut qu'on soit capable d'intercepter ce signal. Il faut qu'on soit capable de le noter quelque part, parce que là, il semblerait qu'il y ait peut-être une chance qu'on veuille interagir avec derrière nos standards qui sont dans Pacman, ce que nous faisons juste avant. Et donc, je vais illustrer ce workflow-là d'une manière assez simple avec un exemple ici. On est sur en open source, en TypeScript en grande majorité. Et là, je vais prendre ici un exemple assez simple de cette fonction ici qui est déclarée avec le mot-clé fonction. C'est une fonction assez courte qui fait pas grand-chose de très compliqué. Mais moi, en TypeScript, je préfère utiliser ce qu'on appelle les arrow functions, qui sont fonctionnels, voilà, quand il n'y a pas besoin, quand il n'y a pas de this à l'intérieur, quand il n'y a pas forcément d'intérêt, des pures fonctions comme ça. C'est une préférence personnelle que j'ai. Donc, je lui explique ça, et je vais lui dire, refactor the function get error message. Donc ça, c'est voilà, des choses qui vont arriver de temps en temps dans la semaine. Et donc là, ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'on a en fait instrumenté notre agent ici avec GitHub Copilot, que je montre ici en démo, parce que le comportement que je présente, il est assez agnostique, assez indépendant de n'importe quel agent. Vous pouvez le faire avec l'agent que vous préférez. Là, l'idée générale, c'est de voir comment il va se comporter. Il va faire le refactoring de code, ça c'est des choses assez classiques. Et là, vous voyez, en fait, il a un comportement nouveau, ce qui va dire, OK, là, on est en train de mettre à jour les standards de code parce qu'il y a une préférence d'un développeur qui m'a été remontée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va mettre à jour localement les fichiers d'instruction, donc les fichiers Markdown, ce que présentait aussi Arthur avant, ce que Pacman synchronise. Là, on le modifie localement. C'est une préférence qui a été remontée à l'instant, on la garde localement. Donc ça veut dire que là, désormais, prochaine discussion, prochaine fenêtre de chat avec mon agent, eh bien, mon agent GitHub Copilot, ces instructions ont été mises à jour. Donc c'est en ça, ce côté, il y a une boucle d'apprentissage et en fonction de ce que je lui dis, les informations qui sont importantes vont être alimentées dans le fichier d'instruction Pacman. Donc ça, c'est très bien. On voit d'ailleurs qu'est-ce qu'il a fait. Donc là, il dit qu'il a touché, il a refactoré une fonction. Bon, ça, c'était le plus complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde après les fichiers d'instruction de Copilot notamment, on voit qu'il a rajouté une nouvelle règle. Donc là, on a ce qu'on appelle un standard en Pacman avec toutes nos règles que l'agent doit suivre. On vient de lui rajouter une nouvelle règle. Donc là, on a un côté action, on est effectif immédiatement. Et quelque chose qu'on a fait aussi, c'est qu'on maintient un registre des modifications. Donc là, ici, voilà, en fait, on a un Markdown. Je vais regarder si c'est plus facile à lire. Un Markdown, c'est un YAML qui va contenir l'ensemble en fait, des changements qu'on va apporter dans les instructions locales. Donc ça veut dire que ce fichier-là, il peut être modifié par moi en tant que développeur Cédric, mais Arthur, Quentin, n'importe qui, en fonction des interactions qu'il va avoir avec l'agent, va mettre à jour ce fichier-là et donc il va petit à petit s'alimenter. Et donc là, pourquoi on fait ce fichier-là? C'est en fait un registre de changement, si vous voulez, c'est un peu comme des logs, pour que derrière, on puisse à un moment donné interagir avec le registre. Là, ces changements, ils sont locaux, ils sont sur le repo Git. Moi, je suis dans une organisation où il y a plein d'équipes, plein de repos Git. Moi, dans mon équipe, on s'est dit que c'est une bonne pratique de faire ça. Mais dans l'esprit de Pacman, on veut pouvoir éventuellement réutiliser, avoir des compétences sur nos pratiques. Donc, voilà, on va dire, j'aimerais partager, le soumettre au registry pour ne pas l'enrichir. Et donc là, ça va être la prochaine étape, c'est de se dire comment cette proposition, cette mise à jour locale, on peut la soumettre pour que ce soit potentiellement
intégré dans le standard TypeScript de l'entreprise et que cette règle-là ensuite soit diffusée dans les autres repos quand on fera des Pacman install ou ce genre de choses. Que tous les projets soient synchronisés. Est-ce que tu peux montrer, c'est vrai d'ailleurs, pourquoi Copilot, ici, il se comporte différemment, c'est-à-dire qu'il va enregistrer cette trucs. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin, du coup? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a instrumenté en fait Copilot. Donc, dans Copilot, il y a différents fichiers d'instruction. On a mis à jour le fichier .github/Copilot instruction, qui est vraiment le fichier racine et qui va être lu universellement à chaque tâche. C'est son fichier de base. Après, il peut y avoir des déclinaisons pour des standards spécifiques. Dans ce fichier-là, en gros, il y a un ensemble d'instructions où on lui explique que, en fonction, donc à chaque fois qu'il a une discussion avec un utilisateur, il va y avoir des triggers, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure de signaux. On va lui expliquer quels sont les exemples de signaux qui peuvent lui faire penser qu'il y a quelque chose à capturer. Donc, on a mis quelques exemples ici d'instructions utilisateurs qui peuvent donner le sentiment qu'il y a un truc à faire. Et intéressant aussi, dans votre cas, on lui explique quand est-ce que tu ne triggers pas. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'un signal, qu'est-ce qui n'est pas. Donc ça, on a commencé à designer ça, et puis on lui a dit, c'est quoi ton travail à faire? Le travail que tu as à faire, c'est de mettre à jour les fichiers d'instruction locaux de Copilot. Donc, on lui explique ici la partie en Markdown des fichiers à modifier. Et il a une dernière partie sur le logging dans mon fichier changelist.yaml où il va lister l'ensemble des changements. Donc en fait, on lui donne en instruction, on lui donne une instruction qui va être en permanence dans son contexte. C'est l'approche qu'on a prise ce matin et sur les exemples qu'on a testés, ça fonctionnait plutôt. Maintenant, du coup, on va passer à la suite de cette grosse user story et on va regarder qu'est-ce qu'on va implémenter désormais. Alors, là, on va aller un peu plus loin. On va aller, je dirais même en bout de chaîne, c'est-à-dire que là, on a des instructions. Donc, en tant que dev, j'ai réussi à localement mettre à jour mes fichiers d'instruction sans avoir à le faire à la main. C'est l'agent qui l'a lui-même compris qu'il devait le faire et il l'a fait. C'est très bien. Maintenant, voilà, encore une fois, comment je peux aller ensuite soumettre ça pour une mise à jour de mon registre Pacman. Quand je dis registre Pacman, ça va être là où sont stockés vraiment les standards. C'est l'endroit vraiment de la centralisation de tous ces artefacts. On qualifie ici de registre. Et donc là, j'ai mon fichier changelist.yaml qui est là localement. Comment ça, par exemple, quand on a dit que dans un standard TypeScript, on allait ajouter une règle, comment ça se retrouve dans Pacman à la règle? Donc on a pris un exemple très simple. On va reprendre ce qu'on a fait juste avant. Dans le changelist.yaml, il y a un changement qui concerne une règle qui s'appelle useArrowFunctions, qui est plus long que ça, mais on l'a raccourci ici, qui a un statut qui s'appelle added. Il peut y avoir des opérations d'ajout, de mise à jour, etc. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'ajout d'une règle à un standard. Le standard, il s'appelle TypeScript. D'accord? Donc, pour rappel, dans Pacman, on a des standards. Dans les standards, on a l'ensemble de règles. Donc, j'ai déjà un standard existant, où il y a juste une règle par rapport à l'usage des logins. Le but, c'est qu'on en rajoute une deuxième règle. Pardon. Et donc, à l'arrivée, on va avoir le useArrowFunction qui est ajouté au standard TypeScript. Et donc, à partir de là, ce qu'on vous propose, on va retourner dans Copilot, on va reprendre ce qu'on a marqué ici. Et puis, dans un esprit spec-driven development, on va utiliser notamment la fonctionnalité plan de Copilot. Et puis, on va construire un plan d'action. Et on va itérer là-dessus. Et puis, on va commencer à avancer. Donc, perdons pas de temps, c'est parti. Donc, on va prendre le texte qui est ici. Ça va servir d'exemple. Il y a un truc intéressant, c'est que dans Miro, si on fait des gros example mapping en interne et qu'on a pas mal de cartes avec pas mal d'exemples, de questions, etc., on va plutôt utiliser Miro directement pour générer un fichier Markdown qui va contenir, sous la forme de Markdown, en gros, toutes ces specs et tout ce qu'on a eu comme questions, etc. Là, on n'a pas besoin parce qu'on a 2 post-it et on est craft et pragmatique, donc on sait que ça ne sert à rien d'utiliser le bazooka pour ça. Donc, on va prendre juste les textes. Mais voilà, n'hésitez pas à utiliser Miro, par exemple, directement si vous avez Miro, pour générer le fichier Markdown. Et ensuite, ça permet de commencer la discussion avec les agents comme Copilot, Cursor ou Claude
pour leur dire, ben, voilà mon example mapping, voilà la tâche que je vais implémenter. Et on peut commencer à créer des user stories avec, etc. Exactement. Ce qu'on a fait juste avant de finir ce matin, pour vous montrer aussi là, on s'est vraiment arrêté. Je vous ai dit qu'on s'arrêtait au changes YAML qui était mis à jour. Ce n'est pas tout à fait vrai. On a commencé à imaginer le workflow en tant que dev, en tant que tech lead. Il dit, OK, ce changement local, je le propose au registre. On va avoir une commande à travers le MCP de Pacmine qui va en fait lire le contenu du changes.yaml et qui va ensuite appeler un tool MCP de Pacmine. Donc ça, aujourd'hui, ce tool MCP, il ne fait rien. Il dit juste bonjour, merci, quelque chose comme ça, pas grand-chose. Il accuse de réception. Et vous voyez, en fait, on a un ensemble de. Ce qui est intéressant, c'est la data. Ici, qu'on envoie, on a le nom de la règle, l'opération, et pour l'instant, on a ça. Et donc, côté serveur, on n'en fait rien. On dit que c'est capture, ben, on n'en fait rien. Donc, on va partir de là pour, de manière effective, mettre à jour le standard. Donc, je repasse dans mon mode plan. Tu utilises directement donc, le mode plan de copilote ici. Ouais. On va commencer comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans l'historique, on avait nous-mêmes réimplémenté avec l'équipe un peu ce mode spec-driven d'ailleurs, développement et pas driven, donc j'arrête, dans lequel en fait on avait une étape qui était spécification fonctionnelle, ensuite c'était spécification technique, ensuite c'était exécution et ensuite c'était justement review, commentaire, etc. C'est un truc un peu lourd. Si vous avez utilisé SpecKit, alors n'hésitez pas à donner vos feedbacks dans le chat hein, si vous utilisez SpecKit ou d'autres outils de spec-driven développement. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était assez verbeux, c'était assez lourd, et il y a pas mal d'articles qui sortent comme quoi c'est le nouveau cycle en V ou cycle en cascade des temps modernes, avec des choses très très lourdes, avec beaucoup de markdown générés, et puis en fait on va itérer sur des étapes un peu grosses, sur une user story complète. Et effectivement, c'est bien rendu compte pendant des années dans le dev que c'était bien quand même de bien découper les tâches, d'avoir des choses assez petites. Et donc là, je pense que c'est ce que tu vas faire, c'est-à-dire partir sur un truc un peu plus petit, juste en utilisant le mode plan de copilote directement qui ne va pas rentrer dans l'exécution tout de suite. Oui, ça va nous permettre de vérifier un peu ce qu'il a pensé de notre spec et les changements qu'il prévoit de faire. Ça permet aussi de vachement cadrer les agents. Parce que comme c'est pas déterministe, on n'a jamais l'information ce qu'ils vont toucher et le plan justement nous permet d'avoir cette option-là de le vérifier. Ouais. Comme ça, on peut itérer avant d'avoir du code qui est généré et ensuite de devoir retravailler, etc. Maintenant, la génération de code est à peu près au point. Il faut vraiment vérifier aussi ce que l'agent va être capable de faire en amont du démarrage. Alors, je ne suis pas un codeur, je suis quand même sur une code base que je connais, donc je vais quand même pas partir à l'aventure. On a quand même aussi des règles et des choses qu'on a envie de mettre en place et de suivre. Donc, nous, notre archi est assez simple. Dans le projet, on a un monorepo avec des packages par domaine. Et dans les domaines, on a des use cases qui sont en fait des comportements de l'application. On a des use cases pour créer des standards, ajouter des règles à des standards, etc. Et donc, bien souvent, ce qu'on fait au quotidien, quand on fait évoluer la code base Pacmine, quand on rajoute des nouvelles fonctionnalités, on va être amené à rajouter des nouveaux use cases. On a parfois des use cases qui vont interagir avec des use cases existants, etc. Et donc là, dans mon but de planification, je vais déjà essayer de donner un peu de contexte de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais expliquer que dans le package standard, parce qu'on parle de standard, on va avoir besoin de rajouter un nouveau use case pour mettre à jour le standard à partir d'un ensemble de changements. Je vais donner le fichier changes.yaml en contexte, ça me permet de comprendre un peu comment c'est fait, ça m'évite de copier-coller dans le chat, mais je pourrais faire la même chose. Je vous donne un peu l'idée de qu'est-ce que c'est que ce changement. Et ensuite, je vais vous donner un exemple de scénario tel qu'on l'a défini dans le numéro. Et après, si je commence un peu à réfléchir de mon côté, je vais dire, OK, donc je vais avoir un nouveau use case, mais je pense qu'on peut réutiliser certainement des choses qui sont dans la code base existante, notamment dans le package standard. Mais je vais quand même pas non plus fermer l'esprit. Je vais demander à mon agent de commencer à explorer la code base et puis de revenir vers moi avec des questions pour commencer à itérer un petit peu sur le besoin, tout en lui disant qu'il va pouvoir utiliser des use cases existants. Parce que là,
Moi, j'ai la petite idée quand même dans la tête, mais j'ai quand même orienté un petit peu. Existing use case, should reuse existing use case when possible. Voilà, je suis assez flou, enfin, assez précis, mais en même temps, je ne vais pas être trop assertif. Analyze the package standard and its use case. And ask me question to clarify the context. Alors, vous pouvez dire comme vous voulez. Moi, je me force toujours à lui dire, juste pour éviter qu'il parte trop loin sans avoir été avec moi. Donc, suivant l'outil que vous utilisez, que ce soit Code ou d'autres, il y a toujours un peu cette phase qui est assez intéressante. On fait 2-3 allers-retours avec la construction d'un plan sur lequel on va potentiellement itérer. Et avant de partir à l'aventure sur le code, c'est important de se poser parce que sinon, ça a un effet démultiplicateur. La moindre petite ligne de mauvais plan, ça ne va même pas être fois 100, fois 1000 sur le code. Tout ce qui est important à faire, enfin tout ce que vous faites en amont derrière, ces quelques lignes de plan, ça va résulter parfois en 100, 200, 300, 500 lignes de code. Et la moindre ligne peut avoir un impact derrière. Et c'est vraiment amplificateur. Donc, passer du temps au début, passer beaucoup de temps au début, c'est aussi se protéger de passer trop de temps après à faire de la code review et à regarder des choses et à revoir en arrière, c'est quand même frustrant. Parce que quand on se retrouve avec 500 lignes à lire et que c'est un peu le bazar, souvent on est obligé de faire un rollback à partir de zéro, de modifier le plan. Ce qui est quand même frustrant un peu pour tout le monde. Donc là, il part un peu dans sa recherche. Il va aller voir quelques fichiers à droite à gauche, comprendre ce qui se fait. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs, Olivier, au niveau des tests, etc., tu vois, dans la stratégie, est-ce que vaut mieux partir en mode BDD, justement, Behavior Driven Development, où tu vas essayer de clarifier des scénarios et puis d'avoir une stratégie de test dès le début avec l'IA, ou est-ce que en fait on laisse plutôt, on itère avec l'IA sur le mode plan, sur l'implémentation, et ensuite tu vas essayer de rajouter des tests end-to-end. En fait, le secret, c'est de ne pas choisir. C'est de voir plutôt que en fait, ce sont deux outils. C'est vrai qu'on a une naturelle propension à vouloir choisir pour définir sa stratégie, une façon ou une autre, alors qu'en vérité, voyez ça plutôt comme des outils à disposition qui peuvent se mixer. Et en fait, souvent, dans ces domaines, les meilleures stratégies sont des stratégies qui consistent à prendre en étau, un peu comme top-down, bottom-up. Et donc, se dire, je peux avoir cette approche BDD, très top-down, et je peux aussi avoir des approches beaucoup plus pragmatiques, d'itération, de discussion avec mon agent, pour aller raffiner, aller mettre au point, aller travailler des tests, etc. En fait, les deux cohabitent très bien. Donc, suivant les moments, suivant la nature du testing que vous avez à combler, vous allez choisir l'une ou l'autre. Voire même, pourquoi pas, suivant le momentum, au moment de la création, peut-être avoir une approche top-down. Ensuite, il y a toujours des petits pépins, des petits imprévus. On n'hésite pas à interagir ensuite. On n'est pas forcément répondre sa copie dès le début. Et pas oublier de reverser à la fin de ces travaux, de reverser dans le BDD pour ne pas perdre tout le vécu. Parce qu'à chaque fois que vous interagissez avec de l'IA, il y a une expérience, il y a du vécu. Et c'est précieux. Donc là, après, la question qu'il faut se poser, c'est comment récupérer ces infos, tout ce vécu, et le retransposer, le reformaliser. Ouais. C'est le côté amélioration, apprentissage continu, etc. Parce que sinon, en fait, surtout avec les agents IA qui sont stateless, c'est-à-dire que si on redémarre une conversation avec un agent 3 jours plus tard, en fait, c'est pas comme un autre Il n'y humain. a pas de mémoire, mais c'est en même temps ce qui vous plaît, parce que quelque part, ça nous permet aussi d'expérimenter, de pouvoir avoir une discussion nouvelle pour fiabilité, pour tester d'autres choses. Une fois qu'on le sait, ce n'est plus un inconvénient, ça devient énorme. Donc, effectivement, il faut juste être lucide sur ses limites et après adapter sa façon de faire. Il a fait son petit travail d'analyse pendant qu'on discutait et il y a justement quelques questions pour moi. Voilà. Donc là, il y en a quoi? Il y en a une ou deux, un petit peu plus, mais c'est pas grave. On va regarder, on va voir justement à quel point ça peut être intéressant. J'ai été assez avare quand même, je vous comptais que je ne suis pas allé bien loin. Vous avez vu, il a quand même trouvé des choses intéressantes. C'est bien qu'il ait cette curiosité de justement demander de la clarification sur les changements qu'il prévoit de faire. Ouais. Donc là, qu'est-ce qui déclenche le push? C'est vrai, on a parlé en exemple de mapping de comportement en fonction, on n'a pas précisé qu'est-ce que ça veut dire un push. Et donc je vais lui dire que c'est trigger en fait par un tool MCP. Et ce tool MCP s'appelle
push, comment il s'appelle? Je vais référencer un fichier du plus raccourci. Le push change, voilà. Push changes tool. Donc ça, en fait, dans le fichier MCP, c'est assez simple. Ce qu'il y a, c'est là qu'il récupère l'outil. Donc actuellement, il ne fait rien. Le but, c'est qu'il fasse quelque chose. Du dièse. Comment c'est AD, quoi, de rien. Bon. Ça va. Ah, bien, merci. Très bien, standard identification, donc ça aussi c'est intéressant. En fait, il a remarqué que dans nos fichiers, dans le fichier changes.yaml, qui est dans mon point pacmine ici, le standard est identifié de la manière suivante. Elle écrit le standard. En fait, il dit OK, mais c'est censé être quoi? Est-ce que c'est le nom? Est-ce que c'est le slug, etc. Ça, en fait, effectivement, c'est le slug. Donc, on utilise en fait une représentation pour identifier un standard. Le nom peut changer, mais le slug, lui, il est immutable. Et effectivement, on va lui dire de matcher le standard avec le slug. Tac. Ensuite, troisième question, role matching. Effectivement, comment on va trouver la... on va faire un truc très simple, je propose pour le moment. On va se concentrer sur la rule, dans l'exemple mapping. En fait, on parlait d'ajouter une roue. On va lui dire qu'on va seulement traiter le statut addit pour le moment. On va pas forcément mettre à jour la règle. Ça va être un peu plus de complexité. Et on ne va pas s'en rajouter aujourd'hui. On va simplement jouer le statut added. Tac. Ensuite, l'autorisation, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il peut faire? What should be the designer? Organization ID from the MCP token. Donc, comment est-ce qu'on identifie qui le fait? Et là, il y a un truc intéressant, qui devient l'auteur de la mise à jour. The author of the new standard is the user making the MCP call. Push changes. Et ensuite, je crois qu'on a bientôt fini. Est-ce qu'on doit clear le local change? Est-ce qu'on doit clear le change email? Ça, c'est une bonne question. Néanmoins, ça pose une question de le faire. Sans pour l'instant se le mettre de côté pour aujourd'hui. Mais effectivement, l'idée, c'est que quand c'est processé côté campagne, derrière, localement, il se passe un truc assez fichier. Après, ça, c'est intéressant parce que justement, on avait parlé, on trouvait ça cool parce que si jamais tu pushes, mais qu'on n'a pas vidé le contenu, tu as quelqu'un d'autre qui va peut-être pusher. Tout à fait, oui. Donc, je pense qu'on peut lui dire oui à la limite pour voir ce qu'il va proposer. Il va sûrement proposer un ARN du fichier. Oui, mais là, on est côté serveur. Donc, il peut-être qu'il se mélange un petit peu les pinceaux parce que là, on est sur le chain. Ah ouais. Mais je pense que plus tard, on pourra, ce qui pourrait être intéressant, ce serait peut-être de dire que ces journaux, enfin, chaque opération, elle est enregistrée, nous, côté Pacmine, et comme ça, quand on la reçoit, on dit, bah non, ça, on l'a déjà traité. Ouais. Un truc comme ça. On propose qu'on mette de côté. Pour l'équipe fasse DRM pendant une démo. Hop. Et allez, dernière question, erreur handling. Si on a une, ouais, c'est 5 changements, et le numéro 3 est fail. Qu'est-ce qu'on fait côté produit? Il nous embête avec ces questions. En fait, il a raison. Il nous dit oui, il faut toujours demander au LLM s'il a des questions avant, parce qu'on a toujours l'impression d'avoir la réponse à tout et puis de démarrer et d'être bon. Et en fait, les LLM, derrière leur côté très verbeux et très lourd, bah, ils ont quelques questions comme ça qui sont en fait super intéressantes. C'est là où on peut vraiment travailler en symbiose avec eux parce que c'est des super product managers, ils peuvent nous aider. Donc ouais, la partie, tu vois, changes, si jamais il y a le troisième qui fail, bah ouais. Moi, je dis pour l'instant, pour aujourd'hui, pour pas qu'on perde de temps, tu continues, tu logs l'erreur. Et effectivement, il faudra qu'on traite les questions un petit peu plus tard. Le dernier, c'est synchronize. Tu ne touches à rien. Donc là, en fait, on est à la fois dans le code du dev et forcément, c'est du Pacmine dans du Pacmine. Voilà. C'est un peu méta, mais tu ne touches à rien. C'est la même prochaine qui l'a fait. C'est marrant de voir le nombre de questions quand même qu'il a pour une fonctionnalité qu'on a voulu très petite et très isolée. Alors on imagine si on a une grosse user story bien complexe, mais ça peut des fois calmer un peu s'il peut y avoir certains devs, un peu juniors, allez, si je caricature, qui veulent me dire c'est bon, je vais le faire vite, ils sont un cas compliqué à gérer, donc ça peut être intéressant.
Donc là, on repart sur, je vais vous demander si tu as une dernière question. L'idée, c'est qu'on peut faire comme ça quelques itérations et ça va forcément remplir la fenêtre de contexte. Ce qui n'est pas ce qu'on a bien à faire, c'est ça, le mettre localement dans un markdown qu'on n'est pas obligé de versionner, mais le plan final dans le stock. Comme ça, on peut partir d'une fenêtre de contexte vide, on est frais et on a le plan qui va bien. Ce n'est pas la peine d'avoir l'ensemble des discussions qu'on a eues. Il écrit où d'ailleurs le plan? Il fait un fichier. Ouais, pour l'instant, il n'a pas écrit. Il n'a pas encore écrit. Mais l'erreur de leur demander si elle mais effectivement, il vend sur des choses par rapport à Space, Global Space. On va passer 1 heure juste à Vraiment, tout design, hein, when we later implement the deal, don't implement. Il faut calmer par contre. Voilà, je comprends que tu veux anticiper, mais non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, on va faire quelque chose de simple. On oublie the plan, et donc là, on devrait être sur la version finale de notre plan. Là, on n'a plus de token. Voilà. Donc là, en fait, potentiellement, voilà, on a le bouton ici, Open in Editor, etc. Dans Open in Editor, ça va nous ouvrir effectivement un fichier qu'on va pouvoir garder localement, ce qui peut faire du sens très clairement, parce que là, je ne vois pas forcément la taille de notre fenêtre de contexte, mais on a déjà un peu discuté. Lui, il a déjà mis des fichiers, et tout ça, mine de rien, ça commence à enrichir le contexte. Donc, c'est pas déconnant que je prenne éventuellement ce fichier-là. Quand je fais un open file, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, en fait, il crée un fichier local, d'accord, c'est malin. Et puis, et après, je vais dire, tu vas pouvoir partir sur l'implémentation. Et puis, ça peut me laisser. Alors, souvent, le versionner, c'est pas forcément après très utile, parce que derrière, ça rajoute aussi du contexte local et que ça peut perdre les agents avec les US qu'on a fait en 3 mois. Donc, je ne comprends pas trop. Mais. Donc là, il a créé un fichier Markdown. Il me dit, voilà, potentiellement, après, tu pourras traiter d'autres cas. Et maintenant, on va dire, écoute, là, c'est le moment où il va partir. De valider le plan? Bon, je lui dis implément, je vais la mettre dans la fenêtre de contexte, donc j'imagine que ce qu'il a mis là, c'est son plan, il va le suivre. On va vite voir, on va laisser ça écrire des to-do. C'est un peu téléphonal entre le truc de départ, les questions, le résumé qui te fait si ça a changé et le vrai fichier qu'il doit utiliser, etc. C'est important de bien suivre et de bien checker. Mais là, on voit en fait qu'après, ben voilà, si on est un peu pressé par le temps, etc., c'est très verbeux et qu'on va un peu trop loin et qu'on fait des tâches assez petites, en fait, c'est très rapide de juste dire je valide. Et puis, ouais, puis même là, je l'ai volontairement pas parlé de la partie MCP parce que je me suis dit, on peut créer l'use case sans forcément le câbler derrière un MCP ou quoi que ce soit. En fait, on veut l'use case, après, qui c'est qui va l'appeler? J'imaginais faire ça dans un second temps MCP. On m'a proposé, je me suis dit, allez, vas-y, parce que ce ne sera pas très long à faire. Mais le faire comme ça petit à petit, c'est toujours un peu plus pertinent pour éviter à découper au maximum et prendre le temps de bien enchaîner les choses, justement, pour éviter d'avoir des effets, comme je le disais, qui vont amplifier les problèmes qui peuvent apparaître entre les groupes. Une des grandes leçons qu'on a appris nous-mêmes en pratiquant, qu'on a appris de nos clients et aussi d'acteurs comme Elix, avec lesquels on a fait récemment un webinaire, et qui ont une visibilité et des métriques sur des centaines d'acteurs du marché, des plus matures aux moins matures, c'est la leçon que ce qui est bon pour l'humain est bon pour l'AI. Donc, toutes les bonnes pratiques de développement, que chez Arola, vous poussez autour du craft et du testing, faites du micro-commit, évitez de créer beaucoup de dépendance dans le code, etc. C'est aussi bon pour les deux. Donc là, on a pris une petite user story, et malgré ça, regardez le niveau d'ambiguïté, le nombre de questions qu'il y avait à adresser. Et on verra s'il nous fait du bon code. Mais voilà, bien souvent, l'erreur de débutant, c'est de partir sur une grosse épique. Et là, sans supervision, vous allez perdre ce qu'on voit dans les métriques de l'X en productivité. Ça fait très longtemps qu'il est passé en review, en itération, que le gain en vélocité de création de code
il est largement perdu. On a de la productivité négative. Ouais. Et là, tu vois, je ne sais pas si tu peux montrer, Cédric, peut-être les fichiers pilote instruction, etc., qu'on a déjà, qui viennent de nos standards Pacman. Mais en fait, là, on voit que ça met un peu de temps. Évidemment, en plus, la tâche n'est pas très grosse, mais ça prend quand même du temps. Si jamais on n'a pas ces inputs sur comment on veut que le code soit créé, c'est quoi nos règles, etc., sur le testing, sur l'archi, etc., en fait, on va attendre 20 minutes, on va avoir passé une demi-heure, une heure à répondre à ces questions. Tout ça pour avoir un code qui, au final, ne correspond pas du tout à ce qu'on voudrait. Et donc, on va passer encore 2 heures de plus à retravailler, etc. Donc, c'est super important de voir ces bons inputs sur nos différentes règles. C'est guide. Ouais, si on n'a pas ces guides, en fait, dans la partie d'implémentation qui est en train d'être faite en ce moment, en fait, on serrait un peu les fesses. On dirait, qu'est-ce qui se passe? J'espère que le code qui va être produit, ce sera bon directement. Donc, c'est hyper important d'avoir justement ces standards, etc. C'est une box qui disait How is it C'est-à-dire ça au rebond. L'objectif, c'est aussi de donner à l'AI des petites tâches qui sont facilement revuables pour l'humain, qu'on puisse les lire en 2-3 minutes et comprendre facilement les impacts qui sont liés à ces changements. Si on commence à avoir des PR de 900 lignes qu'on doit revoir tout d'un coup, c'est pas le métier de tout le monde. Il y a des gens qui se le font plus facilement que d'autres. Et honnêtement, c'est compliqué. On ne connaît pas forcément toute la code base par cœur. Et des fois, on peut rater beaucoup de choses justement à cause de ça. On a les tests pour s'assurer que tout soit bien passé, mais faire tourner les tests, revenir, refaire une review, comme disait Laurent, on perd du temps à force. Il y a une phrase d'un grand homme qui s'appelle Vincent Pratt, qui a dit hier, en fait, il est gentil, copilote, mais quand il me fait trop de trucs et puis normal, il me dit, est-ce que ces 700 lignes, c'est bon pour toi? En fait, nous, en tant qu'être humain, on a aussi une contexte window comme les agents. Ce pas les seuls à avoir cette contexte window. Et notre contexte window, elle est peut-être même beaucoup plus petite que celle des agents. Donc, en fait, juste d'avoir 700 lignes de modifications avec plein de fichiers, des interactions, etc., à relire en 5-10 minutes parce que on est dans en fait, on est dans le flow rapide de ce que fait l'agent et c'est nous le bottleneck. On est en train de ralentir tout le temps parce que tout le temps, on prend 1 heure à relire les 4 fichiers qu'il nous a écrits. Donc, ça fait mal parce qu'on se dit, bah non, en fait, je suis le bottleneck, donc je vais essayer d'aller aussi vite que l'agent. Et en fait, ouais, nous, on bypass tout et en fait, on valide. C'est là que je viens Et là, typiquement, ce qu'on voit, c'est que cette tâche-là aurait même pu être allé un peu plus loin pendant qu'on discutait, même demander vraiment quand même qu'on travaille, on continue ou tu as quelque chose. Et là, en fait, typiquement, c'est vrai qu'on aurait clairement pu c'est-à-dire qu'on aurait fait d'abord dans notre domaine standard le use case qui permet de processer les changements, de les mettre à jour, et ensuite on aura une partie qui va exposer le use case depuis le package standard, qui soit accessible à d'autres composants de la code base, et on aurait fait après le branchement avec le MCP tool qui reçoit la requête utilisateur, et puis ensuite voilà, l'appel se fait. Donc ça reste quand même des choses qui sont réalistes. Et là, la dernière tâche qu'il fait, c'est assez cool. Il rajoute des tests unitaires. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait parce que. Il a eu une formation d'Arola aussi. Exactement. Il est très très bon. Apparemment, il aurait dû faire ça avant. Voilà, là, on va le faire à la fin. Ouais. Bon, c'est discutable. Dans son cas, non, mais après, c'est parce que tous les use cases ont des tests qui sont dans les instructions, on lui a dit aussi une stratégie de test. On dit, et donc là, on n'a pas le diamant de la fin, voilà. Tout est complet, c'est très bien. Et donc là, donc, également, on va passer un peu de temps. 786 lignes modifiées. Voilà. Bientôt, dans le cas, je venais d'expliquer juste là. Ouais, déjà... Mais bon, voilà, si on regarde un peu en fait, ce qui se passe d'un point de vue workflow, alors, on n'a pas beaucoup de chance pour le tester, mais il récupère bien les standards, il appelle l'adapteur pour processer les changements, et si je regarde un petit peu derrière ce qui a été fait, regarder un petit peu le code, voir comment ça se passe. Il a logué pas mal de choses, etc. Oui, qui viennent de ce qu'il avait vu en fait. Oui, c'est ça, ouais, on utilise pas mal de logs. Alors, on a même des règles, nous, sur les loggers, parce que les agents peuvent être des fois très verbeux sur les logs. Il y a beaucoup plus de lignes de logs que de code en tant que tel. Ce qui est bien,
peut vite devenir un peu compliqué à relire, ne serait-ce que. Il a rajouté 400 lignes Ouais, dans un fichier process standard change. tout à Ça fait. fait un peu peur, ça. Ouais, En termes- non, il y en a pas mal, effectivement. Il a pris une approche de rajouter à chaque fois une règle standard, ce qui peut faire du sens. Et donc, là, effectivement, si je veux aller au bout, alors j'ai mon application qui tourne, je vais pouvoir le tester en live pour voir ce que ça donne en termes de log. Donc là, moi, si je vais localement dans mon fichier .pacman, parce qu'il faut quand même que j'ai un premier niveau de feedback. On va vous épargner quand même une relue de code de 700 lignes ensemble. Mais donc là, ici, j'ai mon changement. Si je vais dans une autre onglet, hop, je vais me dire push Pacman changes, ce qui va lui permettre d'appeler le MCP. Et on va avoir un feedback assez rapide, parce qu'il a modifié le code de tout le MCP, donc on va savoir justement qu'est-ce qui s'y passe. Et donc il me dit, voilà, j'ai ajouté une roue à un standard prometteur. Ça a créé la version 2 du standard prometteur. Prometteur. Voilà, maintenant, c'est la surprise. Là, si ça marchait, qu'est-ce qui va se passer si ça marche? Le byte coding. Actuellement, on a ouvert un bokeh tout seul. Si je rafraîchis ma page, est-ce que je vais avoir ma nouvelle règle qui apparaît? Est-ce qu'on va avoir deux règles? 700 lignes. On a la règle qui est là. La prochaine UL, il faut que dans le changes YAML, on ait un peu plus d'informations, mais l'information minimale de rajouter une règle. Bravo, copilote. Donc là, en moins de 45 minutes, on a passé du temps à expliquer quand même le contexte de la journée et de l'exercice. On a pu implémenter le workflow dans lequel un développeur fait un feedback à copilote pour lui dire je ne suis pas content de la façon de faire, j'aimerais que tu fasses d'une autre façon. Pacman a pu localement capturer ce feedback sur il y a un changement dans une règle ou un standard de développement. Quand on commit ce code, ce changement, on va committer on va capturer le changement dans un fichier change.yaml. Donc ça remonte au niveau du repo du projet. Et à partir de ce moment-là, l'équipe peut dire, ou un tech lead, un staff engineer, ce changement-là mériterait d'être partagé cross-repo, cross-agent au niveau du registry de l'entreprise. Et en 45 minutes, on a pu faire cette fonction de push pour remonter un feedback développeur sur un standard de dev et le partager au niveau de l'entreprise. Il y a presque 800 lignes de code modifiées, beaucoup de fichiers, des tests ajoutés, etc. Ah ouais, c'était à nous de faire un live stream comme ça en 40 minutes. Ouais, c'est intéressant parce que on a vu, c'est que dans la page, on a quelque chose qui semble fonctionner. Maintenant, c'est un peu de temps plus à relire, à refactorer, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement? C'est vrai que j'avais posé la question si on n'était pas en live stream, qu'est-ce qu'on aurait fait de différent à partir du moment où il a exécuté le plan, il a modifié ses 700 lignes? On aurait, je pense, pris le temps de regarder un peu plus le code pour déjà se rendre compte de ce que ça vaut le coup de tester le changement pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu évident ou voilà, confirmer, nous, en tant qu'humains, qu'il a suivi le plan tel que nous on le pensons. Et donc là, j'ai regardé rapidement le code, voilà, mais ça aurait été passé un peu plus de temps déjà à voir comment ça a été fait, regarder les fichiers. C'est chose que normalement, on peut faire plus en live. Là, on l'a pas fait, mais au fur et à mesure qu'il avance dans ces tâches, on peut voir le code évoluer. Donc, ça nous permet de commencer la revue pendant qu'on travaille. On a passé un peu plus de temps déjà à regarder, ce qui est un peu choquant. Mais avant de commencer à lui refactorer, lui dire il y a trop de logs, etc., ce serait déjà d'avoir une base fonctionnelle qui marche. Un peu dans le côté cycle. Et là, fonctionnellement, voilà, là, je suis allé super vite, forcément, le résultat, mon standard a été ajouté, donc je me dis, bon, on tient un truc. Et après, bon, voilà, ça serait raffiné, refactoré, etc. Et puis pourquoi pas, après, pousser un petit peu plus loin, peut-être sur des cas à la marque qu'on n'aurait pas déjà traité dans le plan, ou ce genre de choses.
Et bon, ça, après, voilà, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le plan, c'est besoin de lui consacrer du temps. Et là, ce qu'on a fait d'ailleurs avec Miro, nous, on essaie de plus en plus aussi de le faire presque en live de l'exemple mapping, parce qu'en fait, on voit que si on a fait l'exemple mapping, en 5 minutes, on peut déjà avoir 5, 6, 7 questions qui sont comme si c'était des post-it. Et donc, quand on est tous ensemble, c'est bien parce qu'en tant que dev, si je me prends 10 questions dans mon coin et que j'ai plus mes collègues avec moi, je suis en train de prendre des décisions locales aussi. Donc, voilà, c'est bien, enfin, essayer de le faire un peu. Les agents de construction du plan et l'exemple mapping sont impliqués. Ouais, c'est expliqué. Le truc, c'est que là, on utilise Miro qui est complètement loin de la codebase, qui n'a pas. Et donc, c'est comment est-ce que ce qu'on est en train de se dire, on essaie de donner à un agent local pour avoir du feedback tout de suite. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on veut dire, qu'on peut avoir un Miro dans Copilot. C'est vrai que le principe de l'exemple mapping, c'est de supprimer toutes ces ambiguïtés pour avoir le business et les développeurs à la tête qui explorent la solution. Et en fait, dans la tech, maintenant, on a une nouvelle ressource qui est un agent. Donc, il n'est pas illogique de se dire j'ai envie que cet agent développeur participe à la discussion. C'est bien, ça casse ce que disent beaucoup de gens, ça casse la frontière de la partie technique et du coup, ça rapproche les devs aussi du métier, du business et du dev. Donc là, on le voit parce qu'en fait, si on veut faire du spec driven en tant que dev et travailler sur une tâche, ben, on doit partir des specs. On va avoir des questions aussi sur les specs, parce qu'on va avoir des ambiguïtés. Et on se rend compte que, ben, en fait, tout ce qu'on apprend avec les BDD, avec les précédents, etc., ben, c'est important parce que ben, je suis tout seul, j'ai des questions sur le métier, comment je fais, est-ce que j'appelle le client, etc. Donc c'est intéressant de se dire, ben, en fait, maintenant, on est tous ensemble un peu en mode, donc on peut travailler comme ça. Et la partie sur laquelle vraiment l'agent doit être aujourd'hui en autonomie, comme je disais avant, c'est la partie production de code en tant que tel. Et donc là, effectivement, ben, c'est-à-dire qu'il faut guider énormément avec le Markdown, avec ces différents standards, etc. Alors, on a beaucoup de pratiques, nous, dogfood avec Pacmine, dans Pacmine et puis utilise pour guider les agents, notamment sur la partie testing. Tu disais, c'est vrai qu'une des choses qu'on ferait, c'est ensuite faire le Pacmine. Ça ne marche que quand on a une stratégie, une pratique de test qui est une discipline qui est importante. Est-ce qu'on peut regarder peut-être dans le code qui a été généré, est-ce que notre agent a généré des tests? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça fait partie des choses. Pour s'assurer que chacun Non, tout à fait, ouais. Tu as tout à fait raison de mentionner. Et c'est quelque chose que je fais presque en priorité d'abord de regarder l'implémentation, parce qu'en fin de compte, ça me permet de voir qu'est-ce qu'il a testé comme comportement. Puis des fois aussi de comprendre la logique qui a été implémentée via les cas de test. Et donc là, il a fait, oui, pas mal de mocks. Donc là, par exemple, on voit dans le use case, donc c'est notre manière d'écrire des tests de use case. Donc sur ça, l'idée, tu vas pouvoir voir si c'est plutôt cohérent. Et donc là, il est en train de faire le test d'un changement de type à vide. Donc voilà, ça devrait ajouter une roue, un standard existant. Donc là, on a des objets factory chez nous qui nous permettent de créer des objets multi assez facilement. Et donc là, on simule, on a une commande avec des changements d'entrée. Et on regarde la sortie, qu'est-ce qui se passe. Et donc là, sa sortie, c'est une structure qui contient l'ensemble des changements qui ont été appliqués. Donc ça, effectivement, ça vaut le coup de les regarder aussi, de voir voilà, qu'est-ce qu'il a testé et pas testé, si c'est cohérent. Et c'est un peu notre invariant. Donc la première chose, c'est on valide le plan, on le tweak éventuellement, et ensuite on regarde les tests générés. Et quand on a confiance dans les tests générés, on s'assure qu'ils passent. Voilà, c'est ça. Top. Super. Ça fait 55 minutes. On est quasiment au bout du live. On va peut-être laisser aussi du temps pour quelques questions. Ouais, si jamais vous avez des questions. Alors, on n'est pas au bout de notre exercice, mais l'idée, c'est voilà, d'ouvrir une fenêtre sur une petite heure de travail. Voilà. Je ne vais pas dire qu'on a été chanceux que ça marche. On pratique cette approche depuis maintenant plusieurs mois avec plutôt beaucoup de succès. Mais c'était beaucoup de trial and error, de voir c'est quoi le bon contexte. Voilà, on peut passer, comme je disais, une journée à répondre à des questions et à rien produire. Donc voilà, savoir toujours qu'est-ce qui est good enough, où est-ce qu'on s'arrête, c'est quoi le bon contexte d'une tâche, une épique, ça ne marchera pas. Une micro-tâche, on va perdre trop de temps
lui spécifier ce qu'il doit faire pour le gain qu'on aura. Donc, voilà, l'apprentissage sur ces derniers mois, mais ce que vous avez vu, je pense, est assez représentatif de l'expérience de l'équipe chez Pacman. L'autre point qui est important ou intéressant peut-être de partager avec vous dans le cadre de cette hackathon de 2 jours, comme je le disais, on le fait avec notre partenaire Arola. On a embarqué donc des consultants, des développeurs seniors Arola qui ne connaissaient pas notre code base. Voilà. Le fait d'avoir, évidemment, comme je l'ai dit, ce qui est bon pour les humains, bon pour les agents, d'avoir des bonnes pratiques de développement, un code qui est compréhensible, bien structuré, mais aussi des règles, des coding guidelines, des standards qui soient clairs et explicites, ça facilite l'onboarding et ça permet à des personnes externes de pouvoir, comme un agent, comme un nouveau développeur, d'être onboardé sur votre base de code assez rapidement et de pouvoir impacter. Olivier, tu as pris le clavier ce matin. Oui. Tu t'en es très bien sorti. Absolument. Bravo. Je confirme. Donc, question sur le recording. Oui, il y aura absolument le recording qu'on partagera. On mettra sur YouTube et vous aurez un mail de follow-up dans lequel on partagera ce live d'1 heure. Et on écrira un blog post un peu plus complet sur le compte rendu de feedback de toute la journée. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est parti, comme beaucoup d'entreprises, sur on utilise SpecKit ou un process assez lourd, justement, de SpecDriven, etc. Puis en fait, ce que tu disais, Olivier, il faut être pragmatique, il faut se dire, en fonction du contexte, de la tâche, c'est quoi qu'on va utiliser. Et c'est vrai que là, on voit qu'avec le mode plan de pilote, en fait, en découpant bien les tâches, en faisant un example mapping, en ayant justement des connaissances autour de l'architecture hexagonale, autour des tests, etc., de la qualité de code, en fait, on arrive à avoir un process qui est complet, qui est amplifié par l'IA, mais qui ne vient pas changer tout ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que là, ce qu'on a fait en fait aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on faisait avant, en squeezant beaucoup une partie production de code, mais les tests sont là, l'architecture est là, l'example mapping est là, et ce travail en pair et en net aussi, c'est aussi quelque chose d'important. Donc c'est top de s'ajuster au contexte des différentes équipes, c'est quand même bien important. En fait, dans ce genre d'exercice où on est amené à confier et déléguer une partie de nos travaux à des agents, on se rend compte avec le temps que toutes les bases sur lesquelles on avait investi au départ, de qualité, de pratique, de coding, etc., pour des équipes humaines, et finalement, on commence à en récolter les fruits. Ça nous évite, ça facilite le prompting, ça facilite la contextualisation des tâches. Et ensuite, donc c'est évidemment débrouillement. On peut se concentrer sur les vraies difficultés. Les vraies difficultés qu'on rencontre sur un sujet un peu AI, c'est quand il y a des workflows un peu complexes. Par exemple, là, on l'a vu, sur un workflow complexe, mais il y a des petites choses. On découpe, il y a un travail de découpage, c'est essentiel. C'est une des plus grosses difficultés. Le travail de découpage, il peut se faire de beaucoup de bon sens, et c'est très empirique. On apprend en marchant. Et là, on l'a fait très naturellement, et on s'en sort plutôt bien. Quand vous poussez un peu sur des workflows plus complexes, vous pouvez plus facilement arriver à des limites et vous dire comment je le fais et comment je le fais pas manuellement. C'est-à-dire que je peux avoir un workflow qui va déléguer à des outils et commencer à rentrer dans ces logiques un peu plus ambitieuses, et commencer à créer des tâches, etc. Et travailler avec de multiples agents en même temps. Donc là, avec le suivi, avec la possibilité de communiquer entre eux. Et donc, tout ça pour dire que ça, c'est la vraie difficulté. Mais si vous avez déjà des bases solides de travail, une bonne méthode sur l'aspect effectivement tooling, qualité, méthodologie testing, etc., ça vous élimine des problèmes. Et vous pouvez vous concentrer sur des problèmes. Donc ça, c'est le double intérêt. On le fait pour les humains, mais effectivement pour les autres. C'est une belle phrase de conclusion et ça d'ailleurs rejoint ce qu'on avait évoqué lors du webinaire avec DX. Ce que tu dis là, en fait, ils l'ont montré avec des data points. Les personnes qui ont le plus de gains de l'AI, c'est ceux qui sont les plus performants au sens des Lora Metrics. Donc, quand tu es performant, tu as déjà des fréquences de déploiement élevées avec des change failure rates qui sont extrêmement bas. C'est très étonnant, mais ce sont ces gens-là qui vont avoir des gains de 30% avec l'AI, alors que les autres, qui ont des problèmes de vélocité et de qualité humainement, quand ils utilisent l'AI, ça amplifie ces problèmes et ceux qui ont le plus de dégradation de productivité.
Donc, ce slide, Absolument. Et quand on parle de gain, en fait, on parle de ROI. Et ce ROI, en fait, il a deux façons de se manifester. Soit parce qu'on a gagné en productivité, soit, et c'est cumulable, parce qu'on a réduit ses coûts. Parce qu'une AI aussi qui a un meilleur contexte, et une meilleure base, elle peut moins cher. Donc, il y a aussi un aspect économique des choses. Très bien. Eh ben, merci en tout cas à toute l'équipe Pacman Arola d'avoir joué le jeu. Je sais que c'était sans filet, pas simple, et ça a marché. Bravo à tous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis sur cette expérimentation. On espère que c'était utile, vous avez pu apprendre des choses. Et en tout cas, on reste disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous pinguer ou nous interroger sur LinkedIn ou les réseaux. Merci. Merci.